Merci Christophe, d'abord pour l'invitation et pour l'occasion donc d'ouvrir ce débat sur la singularité de l'art et peut-être éventuellement sur ce que j'appellerais sa capacité, non pas son efficacité, parce que nul ne peut, que ce soit l'artiste ou que ce soit le spectateur, le regardeur ou le spectateur, nul ne peut prédire en quelque sorte ce que pourrait être l'impact de l'art, l'impact d'une œuvre en particulier. Je reviendrai sur la question, malgré tout, de la capacité, en essayant de dire 2 ou 3 mots sur de quoi finalement l'art est-il capable. Alors, dans un premier temps, puisque Isabelle faisait allusion, je crois qu'il faut prendre en compte, au-delà de, disons, de la singularité de l'art, il faut prendre en compte cette possibilité d'envisager un certain nombre de démarches, un certain nombre de productions, dans la mesure où celles-ci pourraient non pas échapper à la logique généralisée et absolue de la marchandisation, mais pourrait échapper à une sorte de fatalisme qui consisterait à penser que finalement l'art ne peut que soit légitimer le système économique, social, politique, culturel dominant, soit être totalement assujetti à de quelconques puissances, à de quelconques pouvoirs, les mêmes que je viens de citer. Ce qui nous permet effectivement de, non pas de remettre en cause, parce que je pense que l'analyse d'Adorno par rapport aux industries culturelles qu'il développe dans Dialectique de la raison, et notamment cette opposition radicale qu'il établit entre ce qu'il appelle un art authentique et l'univers des produits culturels, il ne s'agit pas de remettre en question cette approche, parce qu'elle me semble toujours légitime, mais en même temps, comme le rappelait Isabelle, je pense qu'un certain nombre de productions peuvent jouer des contradictions du système. Alors évidemment, toujours avec le risque de l'intégration, de l'assimilation ou de ce qu'on appelait il y a quelques années la récupération. On l'a vu effectivement pour le rock alternatif il y a quelques années, on le voit aujourd'hui pour le hip-hop et pour d'autres formes, y compris ce qu'on appelle les arts urbains, le street art, qui aujourd'hui est en partie recyclé, alors qu'il se voulait une expression marginale, une expression en opposition au monde de l'art. Il se voit aujourd'hui recyclé dans ce même monde de l'art, puisque certaines productions du street art sont aujourd'hui possèdent d'abord une valeur économique dans le marché de l'art et sont régulièrement exposées dans ces lieux institutionnels que sont les galeries. Mais au-delà, c'est vrai que, y compris donc dans les industries culturelles, un certain nombre de productions peuvent évoquer, alors sous différentes formes, évoquer une certaine critique du monde réellement existant, de son mode de fonctionnement économique, social, politique, culturel. Et donc, je voulais commencer mon intervention par là, pour souligner qu'il faut prendre en considération donc, ces possibles espaces de liberté hein, qui subsistent au regard des contradictions du système, et d'autre part, puisque j'ai parlé d'expérience esthétique,
effectivement, ne pas considérer que le public, fût-ce le grand public, soit totalement dans l'incapacité de saisir, de percevoir ce qui peut relever, même si ce sont des éclats, mais ce qui peut relever néanmoins d'une sorte d'utopie de la perturbation portée au cœur même des industries culturelles. Et je crois que par rapport à un certain nombre, disons, de positions esthétiques liées à l'héritage marxiste qui ont pu apparaître tout au long du XXe siècle, relativement normatives, il y a aussi un autre héritage tout autant lié à l'œuvre de Marx, et je pense à des gens comme Williams, par exemple, ou du côté des Cultural Studies, qui d'ailleurs ont beaucoup lu et Gramsci sur l'hégémonie culturelle, etc., qui permettent de penser que le regardeur, le spectateur, peut être entraîné dans, non pas une prise de conscience, mais dans une certaine sensibilité de la réalité qui peut éventuellement lui permettre de développer, au-delà même du moment de l'expérience esthétique, lui permettre de développer un certain, disons, esprit critique. Étant entendu que c'est vrai pour les industries culturelles et la part critique qu'elles peuvent offrir, c'est vrai aussi pour l'ensemble des œuvres artistiques. Aucune, et c'est pour ça que je parlais de capacité et non pas d'efficacité, aucune ne peut prétendre transformer le monde, ça se saurait, malgré toutes les volontés des avant-gardes du XXe siècle. Ce n'est pas considérer leur échec, c'est que de dire qu'effectivement, ni les photomontages de John Herzog contre le nazisme n'ont empêché le triomphe du nazisme en Allemagne, que lorsque Picasso peint Massacre en Corée, évidemment la peinture de Picasso, mais c'était déjà vrai pour Guernica, n'a interrompu la tragique logique de l'histoire. Simplement dire que peut-être, s'il n'y a pas une efficacité concrète, s'il n'y a pas une efficacité immédiate, peut-être, comme le soulignait Herbert Marcuse, peut-être cela, néanmoins, au travers de cette expérience particulière qu'est l'expérience esthétique, peut-être que cela peut réveiller quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'imaginaire, du désir, une aspiration ou une espérance par rapport à, comme le disait Brecht, ce qui nous manque, ou ce qui manque. Donc, tout en prenant également en compte le fait que du côté de la production elle-même, il y a sans doute effectivement quelque chose qui interpelle. Comment peut-on être, mais ça a déjà été dit, comment peut-on être à la fois du côté de la résistance, du côté du refus, c'est-à-dire du côté de la critique, voire même de l'utopie, et en même temps être aux prises avec la logique de la production artistique, avec la logique de la réception, de la diffusion, de la réception. Autrement dit, et là aussi, ça peut nous permettre de relativiser certains propos du même Adorno. En quel sens peut-on considérer que l'œuvre d'art en tant que telle serait radicalement, irréductiblement négation déterminée, comme il le dit, de la société déterminée. C'est
peut-être pas aussi évident que cela, même si du côté d'une certaine forme de travail, du côté d'une certaine mise en scène finalement formelle de l'objet, de la pièce de théâtre, etc. Il peut y avoir quelque chose de cela, de cette négation déterminée. Et en quel sens l'œuvre d'art peut-elle être pensée comme effectivement, disons, au-delà des limites imposées par le réel, au-delà des formes de domination, des formes d'aliénation qui sont imposées par la réalité. Donc c'est peut-être ça l'enjeu, comment penser donc une démarche artistique, une œuvre qui pourrait malgré tout créer de l'écart, créer du trouble, créer un questionnement qui ouvre vers autre chose que ce qui est. Alors, je voulais commencer par mentionner quelques exemples qui peuvent paraître finalement anecdotiques par rapport à la réalité à laquelle ils font allusion, mais qui, me semble-t-il, ce ne sont pas des démarches ou des œuvres, disons, militantes, au sens où on a pu l'entendre, mais ce sont, me semble-t-il, malgré tout, des œuvres d'intervention. Et c'est dans cette volonté d'intervenir, pas forcément de transformer, mais d'intervenir, de créer une brèche, ou peut-être plus modestement du décentrement, du décalage. C'est peut-être dans ce sens-là que ces démarches que je vais mentionner sont effectivement de l'ordre de la critique et montrent ainsi que l'art peut être un territoire où la critique s'exprime. Par exemple, une œuvre de 2001 d'une artiste palestinienne, Émilie Yassir, qui s'intitule Mémorial pour les 418 villages palestiniens qui ont été détruits et occupés par Israël en 1948. Donc ce n'est pas une œuvre de commémoration, ce n'est pas non plus une œuvre mémorielle. Il s'agit bien d'une œuvre d'intervention sous la forme qui est celle-ci, c'est-à-dire que l'artiste brode tout simplement sur une tente de réfugiés le nom de ces 418 villages. Et cette tente brodée, elle a été installée éphémèrement dans les territoires occupés. Deuxième exemple, toujours en rapport avec le conflit israélo-palestinien, c'est un groupe d'artistes, collectif d'artistes, qui regroupe à la fois donc des Israéliens et des Palestiniens, un collectif qui s'appelle Artistes sans frontières, et qui en 2004 va installer de chaque côté du mur érigé par le gouvernement israélien pour séparer les populations israéliennes et palestiniennes. Donc ce collectif va installer de chaque côté du mur 2 caméras vidéo, comme si cette installation permettait non pas d'effacer le mur, mais de maintenir quelque chose qui pourrait être un lien entre ces deux populations. Plus près de nous, puisqu'il a été fait allusion tout à l'heure aux révolutions arabes, je voudrais également mentionner, et là aussi il me semble que c'est une pratique qui est loin d'être inessentielle, le travail d'un autre collectif, Art Solutions, un collectif de danseurs, hommes et femmes,
qui, en Tunisie, investit l'espace public, les rues, les marchés, et qui invite tous ceux qui le souhaitent à entrer dans la danse. Et dans le contexte politique tunisien, affirmer « je danserai malgré tout » n'est pas un acte artistique et politique anecdotique, puisqu'il s'agit à la fois, par cette mise en mouvement et en liberté des corps, de résister aux pressions menaçantes des groupes intégristes, mais aussi d'esquisser ce qu'on pourrait nommer les pas de côté qui participent au sauvetage de ces espérances nées précisément avec les printemps arabes. Au-delà de ces trois exemples, il me semble que sans succomber, disons, aux charmes ambigus des théories de l'artiste rebelle, de l'artiste contestataire, de l'artiste prévoyant, il n'empêche que par ses interventions, par ses propositions, par ses sollicitations, l'art peut ouvrir des perspectives. Et en tout cas, l'art peut peut-être maintenir ce qui, aujourd'hui, parfois, fait cruellement défaut, c'est-à-dire ce sentiment que tout n'est pas bloqué, tout n'est pas fermé, et qu'il y a bien de possibles issues aux situations qui nous sont imposées. Je me souviens, dans les dernières pages de son ouvrage Une lente impatience, Daniel Ben Saïd écrivait, je cite de mémoire, « L'œil de la poésie voit parfois beaucoup plus loin que celui de la politique ». Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer je ne sais quelle puissance visionnaire de l'art par rapport au politique. Simplement, il me semble que Ben Saïd insistait sur le fait que, alors que la politique est prise dans une logique, que l'action politique est prise dans une logique de l'urgence, l'art peut non pas être en recul, mais l'art peut aller au-delà de ce qui est urgent de réaliser. C'est-à-dire que l'art peut finalement permettre aux rêves, voire aux rêves les plus insensés, de se manifester. C'est un peu ce que disait Benjamin quand il parlait de l'instance du réveil. Le réveil par rapport à ce qui pourrait être. C'est en ce sens-là, me semble-t-il, qu'il faut lire cette phrase de Ben Saïd. Alors, il y a un autre écueil auquel ces artistes qui souhaitent, encore une fois, non pas transformer le monde et changer la vie, selon le slogan des surréalistes, mais qui veulent tout simplement dire en quoi le monde réel est inacceptable. Un autre écueil est de ne pas basculer, et ça c'est une des stratégies largement soutenues par le monde officiel de l'art, par le monde institutionnel de l'art. Il ne faut pas succomber à cette stratégie facile du scandale, de la transgression, parce qu'on est effectivement aujourd'hui dans une certaine logique de la transgression, qui ne permet sans doute pas à l'expérience esthétique d'être du côté de cette quête utopique, du côté de cette volonté ne serait-ce que, faire allusion à Pasolini, cette affirmation que l'extinction des lucioles n'est peut-être pas fatale. Ce n'est pas un destin. Et donc l'art peut au moins
indiquer qu'il y a bien des chemins qui restent à défricher. C'est-à-dire que l'art peut constituer un imaginaire qui lui-même serait une force de rupture, peut-être pas concrète, mais néanmoins une force de rupture par rapport au réel établi. Donc en ce sens, on peut effectivement se souvenir de ces utopies artistiques et politiques qui ont jalonné le XXe siècle. Mais en même temps, il me semble que l'on est dans une autre situation, dans une autre exigence. Je ne suis pas en train de dire là que toutes les formes seraient dépassées, seraient liées à un contexte particulier. Je veux simplement dire, notamment dans l'articulation entre art et politique, je pense qu'il faut penser différemment aujourd'hui les choses. On ne peut plus, me semble-t-il, on ne peut plus rejouer, on ne peut plus répéter ce que furent les formes traditionnelles de ce qu'on a appelé l'art militant ou de ce qui relevait de l'agitation et de la propagande. Ça ne veut pas dire que de nouvelles formes d'agit-prop ne peuvent pas être aujourd'hui à la fois nécessaires mais aussi agissantes. Il y a effectivement des démarches qui vont dans ce sens-là. Quand je dis qu'il ne faut pas rejouer ce qui a déjà été joué au XXe siècle, c'est dans le sens où il faut aussi admettre qu'il y a une part de l'art, une part dans l'art, qui échappe à toute injonction, à tout impératif philosophique, politique ou autre. Et que c'est du côté de cette part-là que peut précisément se forger cet imaginaire contestataire, cet imaginaire utopique que j'évoquais. Donc il faut, tout ça pour dire finalement que dans un premier temps aujourd'hui, il faut effectivement faire un bilan critique des rapports qui ont été concrètement opérés entre art et politique au XXe siècle pour envisager d'autres perspectives. Alors 5 minutes. Et ça, malgré tout, en maintenant l'idée qu'il y a bien un lien entre l'expérience artistique, l'expérience esthétique, l'expérience que l'œuvre nous propose et la question de l'émancipation individuelle et collective. Alors on peut effectivement discuter les positions de Jacques Rancière sur le parterre du sensible, qui sont beaucoup aujourd'hui répétées, voire édulcorées. Mais il me semble que dans l'expérience esthétique, dans cette mise en jeu du sensible, encore une fois du sensible individuel et du sensible collectif, là se joue quelque chose de la possible portée émancipatrice de l'expérience esthétique. Alors peut-être pour terminer, ce qui résumerait finalement ce que j'ai rapidement esquissé, peut-être que ce que l'on peut demander à l'art, justement dans cette perspective de l'émancipation, ce n'est pas simplement
un regard qui mettrait en cause les mécanismes du réel. Il peut le faire. On pourra dans la discussion peut-être revenir sur certaines pratiques qui le montrent. Mais il ne s'agit pas simplement de cela. Il s'agit peut-être d'affirmer que la question d'un autre monde, parler du mouvement intermondialiste avec Christophe Guitton, ça a été un des slogans de ce mouvement, un autre monde est possible. Peut-être que ce que l'on peut demander à l'art, c'est aussi de maintenir cette espérance, cette aspiration. Et si je devais répondre à la question, à quoi peut servir l'art, à quoi peut servir l'expérience esthétique, peut-être que pour répondre, je reprendrai le titre d'un film de Nadine Labaki qui s'intitulait « Et maintenant, on va où ?» Et déjà, si l'art nous permet de nous poser cette question « Et maintenant, on va où ?» Alors en ce sens-là, il me semble qu'il est effectivement du côté de l'émancipation.